Inspiration. Ah, l'attention. Ce... Ah mince, je crois que c'était en silencieux. Alors, je recommence l'enregistrement. Ah, l'attention. Cette notion qui... Purée, mais c'est pas vrai. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit Ouais, Gaëtan, je te fais un petit vocal là rapidement, mais je te réponds tout ça en détail quand j'ai fini. Là, je suis justement en train d'enregistrer un épisode de podcast, donc je te fais le truc après si ça te va. Alors, l'attention, cette notion qui... Stop, ça suffit. Trop, c'est trop. J'ai passé 6h32 sur mon téléphone samedi dernier, je n'arrive plus à me concentrer lorsqu'on me parle, il m'est impossible de regarder une série sans sortir mon téléphone et scroller. Je n'ai plus le goût à rien. Je m'endors d'épuisement devant TikTok, je rêve en trend virale que je m'imagine reproduire pour enfin, moi aussi, percer, buzzer, en vain. Je n'arrive plus à réfléchir, j'ai le cerveau en bouillie qui couine dès que je me mets au travail, il m'est quasi impossible de me pencher sur un problème complexe sans me dire que j'ai senti et entendu la vibration du téléphone alors que je l'ai même pas dans la poche. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle alors que je viens de recevoir la notif, il est l'heure de poster la photo du jour et je n'ai que 2 minutes pour le faire. Non, mais là je vous laisse. Il faut absolument que je réussisse le défi de la semaine pour gagner mes 3 étoiles et enfin atteindre le niveau 8 de mon jeu préféré. Bon, je vous laisse là, vous me prenez la tête. On parlait de quoi même déjà? Si cette mise en situation fictive, très mal jouée, vous fait penser à quelqu'un et peut-être à vous-même, le sujet du jour devrait plus que vous intéresser. Nous abordons dans ce nouvel épisode le livre récemment sorti, il y a quelques mois à peine, de Fabien Olicard, et j'ai nommé Votre attention et votre super pouvoir. Assez rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fabien, je vous invite évidemment à aller voir son travail sur internet. Fabien est auteur, mentaliste, passionné du cerveau et de la mémoire, conférencier, entrepreneur et sans doute tout un tas d'autres qualificatifs qui m'échappent sur l'instant. Le travail de Fabien, je le suis à titre personnel depuis 2016, c'est-à-dire si ma mémoire est bonne, l'année de son arrivée sur YouTube et de son défi une vidéo par jour pendant 1 an, année durant laquelle il a partagé tout un tas d'astuces d'enseignement liées au mentalisme. Dans cet épisode du 154, nous parlons, je vous le disais, d'attention, et par extension de tous les sujets connexes qui vont s'y rattacher. Alors j'en conviens, amener de but en blanc, l'attention ça veut tout dire et rien dire. Mais ne vous en faites pas, après la lecture du livre, tout sera plus limpide et vous comprendrez le précieux que représente cette fonction cognitive très particulière qui est absolument essentielle pour tout un tas de domaines. La concentration, l'exploration, l'apprentissage, la mémoire, la réflexion et bien d'autres encore, même si, avec ce que j'ai déjà cité, on est quand même sur des fonctions qui sont relativement essentielles pour avoir un cerveau fonctionnel et performant. Nous allons parler du cœur du sujet bien évidemment, du fond, du contenu du livre que je vais vous teaser et qu'on va écumer par section, vous verrez ça. Je souhaite quand même vous parler de la forme du livre de Fabien Olicard qui est vraiment importante ici pour le propos. La forme, mais comment ça a été imprimé en triangle? C'est une pyramide, c'est un Illuminati en fait. Non. Alors non, absolument pas. On se calme. Lorsque je vous parle de forme, je vous parle de la façon dont le livre a été écrit. Lorsque vous le lirez, vous pourrez vous en rendre compte. Le livre, il n'a pas été travaillé de façon très traditionnelle, mais de la bouche de Fabien Olicard lui-même, il a été travaillé afin que des personnes n'ayant pas lu depuis très longtemps, ou ne lisant que peu, ayant des difficultés de concentration, voire même des troubles de l'attention type TDAH, Fabien a fait en sorte que, dans toute cette brochette de personnages avec chacun ses particularités et ou ses difficultés, puissent lire le livre et ainsi en ressortir avec des connaissances et les bienfaits qui vont avec. Alors, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'un travail important a été réalisé à plusieurs niveaux. Première chose, ça paraîtra peut-être bête à certains, la mise en page et en forme du texte. La mise en page, elle est aérée avec des espacements entre les lignes qui sont larges, des espacements entre les mots qui sont raisonnables et des marges sur tout le pourtour du texte qui sont larges également. Ça peut vous paraître rien, mais je vous assure que ça change vraiment beaucoup de certains bouquins et notamment de certaines éditions qui se veulent prestigieuses mais qui ont la fâcheuse tendance à vouloir entrer tout le texte du monde sur une seule page comme si c'était la dernière feuille disponible. Un peu comme nous quand on avait le droit à seulement une feuille avec toutes les formules pour le partiel de l'école. Donc c'est un truc qui est écrit au microscope et qui est absolument indéchiffrable. Évidemment, quand on est face à ce genre de torrent d'encre et qu'on ne sait pas nager, ça donne au mieux la nausée et le mal de mer, et au pire, on devient carrément allergique à tout ce qui est écrit sur du papier.
Là, ça n'est pas le cas. Les paragraphes sont relativement courts, construits, succincts, on respire avec le texte et ça fluidifie grandement la lecture, surtout lorsqu'on a besoin de pauses régulières, parce qu'on pourrait avoir des troubles de la concentration ou des difficultés comme je l'évoquais un tout petit peu plus haut. Cette impression, elle est aussi renforcée par la mise en forme qui est parfois indentée. Autrement dit, vous avez un espacement plus important des marges de certains paragraphes pour mettre en avant un propos, une anecdote, voire une conclusion. Vous avez même certains apartés qui sont présentés dans des encadrés, qui nourrissent le propos du texte, mais qui pourraient être lus en tant que tels, seuls dans l'absolu, et marquent donc de nouveau une rupture dans une structure lisse que pourrait avoir un livre classique. La mise en forme du texte, elle a aussi un autre sous-niveau qui est important, c'est l'utilisation de différentes polices de caractères, la mise en gras, en italique, ainsi que plusieurs couleurs. Ces techniques, elles permettent de rythmer le texte de façon particulière, en cassant la monotonie d'une police qui serait uniforme, simple, identique, de même taille, de même couleur, de même disposition, pendant X pages en continu. Ce qui veut dire que vous avez ici une impression dynamique du texte. Je vous rassure, on n'est pas pour autant sur une mise en forme type sapin de Noël avec des guirlandes qui clignotent en rouge et or à tout bout de champ. À chaque rupture de rythme, ici, votre attention, elle est relancée. L'idée, c'est de provoquer dans le cerveau l'équivalent de scènes qui s'enchaîneraient dans une série, permettant en fait une progression d'histoire, et en l'occurrence, ici, du propos de l'auteur. Le deuxième grand travail de forme, il porte bien entendu sur le texte en lui-même, sur sa structure, sa mécanique, son tempo. Fabien Olicard a fait en sorte de poser une alternance entre des temps forts et des temps un petit peu plus calmes, à la fois sur le contenu, avec des parties un peu théoriques et d'autres un peu plus pratiques, mais également sur l'écriture, avec des interpellations du lecteur, un langage qui est assez oralisé, des appels à la réflexion, avec même un fil rouge sous forme d'énigmes, c'est pour vous dire. L'utilisation de parenthèses qui vont être très régulières, même des blagounettes qui pourraient parfois passer pour des écarts, mais qui ne sont en fait qu'une illustration du fonctionnement d'un cerveau souvent déréglé en termes d'attention. Le but, c'est vraiment d'adapter l'écriture au format d'une conversation qu'il y aurait entre l'auteur et son lecteur. Cette écriture, elle scande le texte en lui donnant un mouvement, une cadence régulière que l'auteur adapte tout au long du livre avec un vrai travail sur la structure et l'attention de son lecteur. Lorsqu'on progresse petit à petit vers la fin de l'ouvrage, on a moins d'encadrés, moins d'interpellations, moins d'interruptions et autres parenthèses, tout simplement parce que le lecteur est désormais capable de tenir une attention un petit peu plus prolongée et cela se reflète directement dans l'écriture. Messieurs, dames, place maintenant au contenu du livre. Comment se découpe-t-il ? Première section, les bases, en 60 minutes, rien de plus, rien de moins. La transition elle est parfaite sur la forme pour vous parler du fond, puisque Fabien Olicard a fait en sorte, en proposant cette première section, de vous donner une vue d'ensemble de tout ce qui sera finalement approfondi et détaillé par la suite. C'est donc un petit défi en vrai qu'il lance à son lecteur, et également à lui-même, réussir en 60 minutes à capter l'attention potentiellement déréglée de son lecteur, lui fournir un maximum d'informations de base pour comprendre cela en un temps réduit, tout en corrigeant une attention déréglée, et lui donner à la fin de cette première section, l'envie de continuer à lire la suite du livre, tout cela évidemment en utilisant les astuces de forme que j'évoquais juste avant. C'est pour ça que je parlais évidemment de transition parfaite. Tout cela c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne concrètement ? Eh bien je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Les informations sont assez nombreuses, mais elles ne sont pas écrasantes pour autant. On a une 40aine de pages pour cette première section, aérée comme il se doit, on couvre vraiment tout ce que chacun devrait savoir sur l'attention, tout ça avec des petits textes en plus qui sont interactifs, pour vraiment rythmer la lecture. Alors je vais absolument pas tout lister, mais on évoque entre autres le cerveau bien sûr et son fonctionnement, le rôle de l'attention, l'importance de l'environnement dans lequel chacun évolue ou travaille et dans lequel on peut se concentrer, la mémoire bien sûr, l'importance de l'ennui, oui messieurs dames, c'est-à-dire de ne rien faire mais pour de vrai, et les vertus qui sont associées à cet ennui-là. Mais on a aussi des définitions, tout simplement pour comprendre de quoi on parle. Je vous donne peut-être un petit exemple. Dans la première section, on nous indique qu'il est possible de distinguer 3 grands types d'attention. Il y en a d'autres qui sont présentés plus tard dans le livre, mais là, on parle vraiment des 3 premières et des principales puisque je vous rappelle qu'on se concentre sur les bases. L'attention sélective. L'attention sélective, c'est celle que vous allez avoir lorsque vous allez vous restreindre sur un sujet donné. Un peu finalement comme un projecteur large sur une scène qui ferait un trait lumineux sur l'un des acteurs. Ça, c'est du sélectif.
et ça bouge rapidement dès lors qu'il y a un distracteur externe qui viendrait intervenir. Dans ma métaphore, ce serait par exemple un autre acteur qui rentre sur scène en train de faire la roue. Cette attention-là, l'attention sélective, c'est l'attention qui fait que lorsque vous êtes par exemple à une soirée ou dans une foule, vous avez parfois capté que l'on vous appelle par votre prénom alors qu'il y a un brouhaha constant. C'est ce qu'on appelle par ailleurs l'effet cocktail party. Tout ça, c'est l'attention sélective. La deuxième attention qui nous est présentée, c'est l'attention alternée, divisée. Cette-ci, elle est particulière parce qu'elle a une sorte de coût cognitif assez important. Vous allez jongler entre plusieurs sujets. Le livre que vous êtes en train de lire, la notif du téléphone, l'enfant qui est derrière et qui est en train de faire du bruit en vous appelant. Bref, c'est celle qui vous fait vous disperser. Cette attention divisée, alternée, elle ne doit pas être confondue avec l'attention partagée, qui est celle où on va répondre à plusieurs stimuli. Par exemple, lorsque vous conduisez. J'approfondis pas plus, sinon ça va vous embrouiller. Passons à la suite. La troisième attention qui nous est présentée dans cette première section, c'est l'attention soutenue, également appelée tout simplement la concentration. La différence majeure que vous allez avoir sur cette attention-là, c'est que l'attention soutenue, il y a une forme de contrainte, c'est-à-dire qu'elle demande un effort, de l'énergie pour continuer à rester concentré, pour rester sur le sujet qui la concerne. Je fais ici un parallèle avec un autre ouvrage, j'ai nommé Deep Work de Cal Newport, qui parle de travail profond, de concentration, du développement de nos capacités intellectuelles dans un monde où on est en sursollicitation constante. Et donc bien sûr, à la base de tout ça, nous avons l'attention. Concernant l'attention divisée et le coût cognitif, cette notion de coût cognitif que Fabien Olicard nous explique et qui se retrouve aussi dans Deep Work, je trouve que c'est une notion qui est ultra importante parce qu'en fait c'est l'une des clés. Votre cerveau, lorsque vous jonglez d'une tâche à une autre constamment et en étant un tant soit peu concentré, il n'est pas en capacité de faire une rupture brutale, immédiate pour aller à une activité suivante, pour ensuite revenir sur la première, etc., etc. Si vous êtes vraiment dans une concentration, et a fortiori une concentration profonde, il va y avoir une petite période de quelques secondes, quelques minutes, où le cerveau il va être en bug, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes déjà passé à l'activité suivante, et lui il était encore concentré sur la précédente. Et il lui faut digérer l'opération pour redevenir opérationnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas être efficace tout de suite, immédiatement, parce que votre cerveau est en train de finaliser la tâche précédente. Vous n'allez donc pas être productif dans l'immédiat tout de suite maintenant. Ce coût cognitif, dans un monde encore plus en surconsommation d'attention qu'il ne l'était lorsque Deep Work est sorti, est donc une clé super importante à connaître, à savoir maîtriser, en essayant de comprendre les situations dans lesquelles on va avoir une attention divisée et où on préférerait être en attention soutenue et donc en concentration. Car bien évidemment, ça n'est pas systématique et il serait vain de vouloir être H24 en mode soutenu. Ça n'est pas possible. Soyons sérieux 2 minutes, ça n'est pas possible. Je vous cite une partie du texte en fin de cette première section qui résume un peu tout ça. C'est une chose à retenir. Vous n'avez pas besoin d'être attentif à tout le temps. Il suffit que vous soyez capable de diriger votre attention lorsque c'est utile, de savoir maintenir votre attention lorsque c'est nécessaire, d'avoir assez de conscience pour éviter les pièges attrape-attention et d'éduquer votre esprit à l'ennui pour résister à la recherche de la gratification instantanée. Et un tout petit peu plus loin, l'intérêt de prendre soin de son attention se résume à 4 piliers. Visiblement améliorer sa vie quotidienne, baisser sa charge mentale, améliorer la gestion de son temps et arrêter de se sentir submergé. Je sais pas vous, mais tout ça c'est quand même assez vendeur et l'idée c'est surtout de savoir diriger son attention finalement pour ne pas succomber au plaisir instantané que le monde dans lequel on est, le monde de l'économie de l'attention, nous pousse à vouloir assouvir à travers tous les mécanismes qui sont mis en place pour créer une addiction à l'immédiateté, tout cela à travers ce que Fabien appelle les ennemis de l'attention. Transition parfaite pour notre deuxième section qui s'appelle comprendre qui sont les ennemis et s'en servir. Cette section, on s'attend évidemment de ce dont elle va parler, elle parle évidemment des réseaux sociaux. Eh bien non, enfin si, mais pas que. Cette section elle est assez captivante et là je dis bravo Fabien parce que tu surprends le lecteur sur la couverture que tu as du sujet de l'attention en remontant jusqu'au journal vendu à la criée dans les rues de New York par un ado qui hurlait qu'on avait retrouvé le Titanic pour vendre plus de titres et quand l'honnête passant avait son journal en main
et ouvrait son journal pour savoir où est-ce qu'avait été retrouvé le Titanic, évidemment, on n'en parlait pas. Je dois avouer que de mon côté, je savais que Fabien Olicard allait en parler de tout cela, parce que j'avais suivi assidûment les vidéos et la communication qui avait été faite justement sur les réseaux sociaux, donc pas tellement de surprise de ma part sur cet exemple-là en particulier. Mais c'est cependant assez malin d'aller sur ce sujet, d'apporter le propos de cette façon, en démontrant que l'étendue de l'offre, et notamment de l'offre culturelle qui est devenue une offre de surabondance totale, est l'un des points initiaux qui a malmené notre attention. Je vous lis un extrait, la page 83 du livre. Même dans la consommation des produits domestiques, la surabondance fait rage et sature, volontairement, notre système cognitif. N'êtes-vous pas un peu surpris lorsque vous entrez dans un restaurant et que la carte ne propose que 3 entrées, 3 plats et 3 desserts différents? C'est pourtant un gage de qualité concernant les produits et la préparation des plats. Du moins, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de grand chef. Bonjour chef Echebech. Que penseriez-vous d'une grande surface qui limiterait le choix à 3 références pour chaque produit? Vous sentiriez-vous contraint par ce magasin? Auriez-vous l'impression d'être privé de votre liberté de choisir? Vous vous en doutez, la grande surface, tout ça, moi ça m'a fait immédiatement penser à quelque chose. L'épisode de 154 que nous avions fait, intitulé « L'hypermarché, c'est la dictature ». Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, foncez l'écouter après cet épisode. La démonstration de cette section, elle est très pertinente. Elle fait le lien entre surabondance, diminution de l'attention, mais également les effets que cela a sur votre cerveau. Fabien Olicard va aborder beaucoup d'autres sujets. Il aborde l'information, d'une façon générale, la tendance du titre putaclic que l'on connaît tous, l'explication, pour ceux qui l'ignoreraient, du modèle d'affaires des grands groupes qui sont fondés sur la vente d'espaces publicitaires, mais aussi l'apparition d'une discipline, la captologie, cette science qui va utiliser en fait la psychologie, les biais que nous avons tout un chacun, pour littéralement capter notre attention, voire nous rendre un tout petit peu accro à tout un tas de choses, les circuits de la récompense avec les hormones et leurs effets sur le cerveau, les jeux mobiles et toutes les astuces machiavéliques qui sont mises en place pour qu'on ait absolument envie d'atteindre le niveau suivant, et toutes les techniques perfides qui existent pour dévorer votre âme, et bien entendu, les réseaux sociaux et les algorithmes qui vont avec. On a une vraie vision d'ensemble du concept de l'économie de l'attention et un portrait robot de ce modèle qui, lorsqu'on prend un peu le temps de réfléchir, s'applique aujourd'hui à la quasi-totalité des secteurs. À la fin de cette section, on a un chapitre qui est un petit peu différent, qui sert de transition à la section suivante, où l'auteur va commencer à donner des solutions sur les usages exagérés que l'on pourrait avoir, en mettant fortement en avant la nécessité de l'intention de la consommation, plutôt qu'une consommation irréfléchie et automatisée. Ça doit vous rappeler normalement des propos qu'on a déjà tenus à notre échelle avec Gaëtan à plusieurs reprises, notamment dans un épisode qu'on avait intitulé « Briser la tyrannie des écrans ». Nous en venons maintenant à la section 3. On a parlé des ennemis. Qui sont les amis? Comprendre qui sont les amis et s'en servir. On arrive en fait à une section qui est dans la continuité évidente de la précédente. Vous vouliez les solutions? Hop hop hop, ça va venir. Soyez patient, pas trop vite parce que je vais pas réussir à suivre. On se calme, ça va venir. Tout comme les fois précédentes, cette section elle va vous couvrir vraiment plusieurs points. Notamment le fonctionnement de l'attention et les liens qu'on a avec les capacités cognitives. Je vous en ai déjà parlé, vous dites que je suis en train de faire une répétition ou que je deviens un peu grabataire. Pas du tout, c'est juste que vous n'avez pas suivi parce que vous n'étiez pas attentif. Je vous ai dit que c'était déjà évoqué dans la première section, parce que la première section, c'est les bases du sujet. Mais là, on arrive à un réel approfondissement du sujet, donc c'est une partie qui est un petit peu plus théorique et qui permet de comprendre comment tout cela fonctionne. Et dans la continuité, Fabien Olicard, il va évoquer un sujet qui va tenir sur 2 pages. Moi, c'est un sujet que je considère comme assez majeur. Ce sujet, c'est celui de la résistance à l'effort que l'on ne souhaite pas faire, de la volonté, de la discipline par extension. C'est un sujet que je considère important, mais qui va au-delà de l'attention, même s'il est très lié, quand on considère les capacités d'apprentissage. Je suis obligé ici de vous citer, pardonnez-moi pour l'accent, le Anterior Mid-Cingulate Cortex, qui est une zone du cerveau dont j'ai entendu parler dans les podcasts de Andrew Huberman, qui a un podcast qui s'appelle le Huberman Lab, et c'est un professeur de neurosciences à Stanford, si je dis pas de bêtises, et qui est directeur de recherche
Et dans ce podcast, c'est un podcast sur la science où il nous propose des outils pour comprendre la science et l'utiliser à notre avantage dans la vie quotidienne. Je reviens sur cette fameuse zone du cerveau. Je vous en dis ce que j'en ai compris, c'est simplifié, mais globalement, cette anterior mid-cingulate cortex, c'est une zone qui gère la résistance à l'effort que vous ne souhaitez pas faire. Il a été observé que plus vous faites ce que vous ne souhaitez pas faire, plus cette zone va être active, plus elle va grossir. Et elle va vous permettre finalement de gérer des tâches qui, au départ, vous rebutaient fortement. Mais à l'inverse, et c'est là que c'est très intéressant, voire même impressionnant, c'est que moins vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire, moins cette zone est active et elle se réduirait même a priori. Si vous avez entendu parler ou si vous connaissez David Goggins. C'est un peu l'esprit « You don't want to go run, you go run ». You get up. You don't want to go run, you go run. You don't want to go swim, you go swim. You don't want to make your bed, you make your bed. You don't want to clean your house, you clean your house. You don't want to study, you fucking study. That's how you start to callous your mind. It's going to suck. Forcez-vous à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ça active cette zone de votre cerveau, ça vous entraîne à la résistance à l'effort, ça développe la volonté, par extension la discipline, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et ultimement, c'est là qu'on refait le lien avec Fabien Olicard, ça développe forcément vos capacités d'attention en développant votre système cognitif dans son ensemble et la résistance à la gratification immédiate. Vraiment pour moi, ce sujet, il est assez important, il est primordial, donc c'est bien que vous l'ayez en tête. Enfin, sur cette section, Fabien il va développer le sujet du TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, en expliquant ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça se caractérise, et évidemment, il aurait été quand même malheureux de ne pas en parler dans un livre sur l'attention. Sans plus de transition, passons à la section suivante. Je crois qu'on en est à la section 4 si je dis pas de bêtises. Les solutions. Les fameuses solutions que vous attendiez absolument tous. Bon, je calme un petit peu vos ardeurs, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas tout vous détailler toutes les solutions possibles, d'autant plus que dans les sections précédentes, au cours de la lecture, il y en a d'autres qui sont présentées et qu'il est possible de mettre en œuvre. Une chose est sûre, c'est que la structure du livre est vraiment la bonne, puisque une fois qu'on a tous les éléments clés en tête précédents, à la fois les bases, à la fois un peu l'approche théorique et ce qu'on a appelé tout à l'heure les ennemis de l'attention, on se dit, il nous faut les solutions. On veut mettre les choses en œuvre. Dans cette section, à nouveau, vous avez beaucoup d'informations et de sujets qui sont traités, mais on a globalement deux grandes catégories. Les solutions, qui vont être utiles pour réapprendre à être focus sur une tâche donnée. Et parmi ces solutions, on a la question de l'intention qui doit être remise au cœur des usages que vous avez, notamment des réseaux sociaux. On a aussi la question de la préparation, de la planification des tâches ou du travail que vous souhaitez faire. On a aussi la question de l'optimisation des moments de la journée et de votre gestion du temps, en particulier de votre réveil. Et à côté de tout ça, on a les solutions de long terme. Et à nouveau, je trouve que c'est très pertinent de la part de Fabien, parce que vous le savez parfaitement, il est fort probable que si vous lisiez le livre, vous ne mettiez absolument pas en œuvre ce que vous lisez. C'est un sujet qu'on a évoqué dans l'épisode qui s'appelle « Arrêtez de lire ». Pour pallier aux solutions immédiates que vous auriez balayées d'un revers de manche avec dédain une fois le livre fermé, on a ces solutions de long terme qui sont globalement des notions de bon sens, à la fois sur l'alimentation, sur le repos, mais aussi un petit peu plus large avec la question de la complémentation alimentaire, notamment le sujet du café. Je sais qu'il y a des amateurs de café parmi vous. Mais on a aussi l'art de l'ennui. Pourquoi l'ennui est important, l'art de vraiment rien faire, ou la question du flow. On a donc une section qui globalement est relativement complète à nouveau et qui clôt le livre de façon tout à fait appropriée avec les outils, en plus d'avoir vu les enjeux, les causes, les effets, la théorie, tout ça précédemment. Finalement, le livre, il est vraiment bien construit et à plusieurs échelles, tant sur la forme dont je vous ai parlé que sur le fond. Le livre, il n'est pas 100% théorique, il n'est pas non plus 100% pratique, et je pense que ça a été une très très bonne approche de la part de Fabien, parce que à l'inverse, ne traiter que la théorie ou que la pratique aurait été probablement une erreur, parce que pour des livres très théoriques, il y a un public donné, dédié, qui est quand même relativement restreint. Sur la partie pratique, il n'y aurait probablement pas eu d'apport énorme vis-à-vis de ce que l'on sait déjà. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vient nourrir l'ensemble de ce que je raconte, et c'est un apport, un point de vue que j'ai plutôt apprécié.
C'est une vision depuis l'intérieur que Fabien Olicard nous propose. Fabien, son métier initial, c'est la scène. C'est la scène. Il fait des spectacles, il fait des conférences. Et il nous explique, dans son livre, que lui, qui a cette connaissance, ce fort intérêt pour les sujets liés à la mémoire, au cerveau et tout ce qui s'ensuit, a vraiment perçu dans ses prestations sur scène une baisse de l'attention. Il a été impacté directement par celle-ci et il a vraiment dû modifier le rythme de ses interventions pour ne pas ou pour ne plus perdre ses publics. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'on en arrive là, c'est qu'il y a une vraie thématique de fond à traiter. Et ça, Fabien, il le perçoit. Vous aussi, sans doute, ça doit vous arriver au quotidien. Mais ce livre, au-delà d'être un ouvrage assez complet, on l'a dit, c'est aussi un manifeste, finalement, une prise de position. Ça se ressent à la lecture, et c'est positif. C'est-à-dire que Fabien le revendique d'ailleurs dans certaines de ses interventions, pour poser la question du devenir de l'attention et de la préservation de cette denrée qui est quand même relativement précieuse pour notre développement, pour notre exploration, pour notre apprentissage. Finalement, pour peu que vous soyez inattentif ou que comme moi vous ayez surtout un intérêt à en connaître davantage sur le sujet, alors c'est une lecture à faire impérativement. D'autant plus si elle peut vous amener à remettre en question certaines de vos habitudes et vous pousser à avoir une vision et une consommation plus saine de l'ensemble. Je vous ai tout dit, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ah si, petite question quand même, voir si vous avez été attentif vraiment à 101% de tous les détails de ce podcast, seriez-vous capable de me dire combien de fois j'ai dit le prénom Fabien ? J'attends évidemment votre réponse, n'hésitez pas à la commenter ou à nous le dire sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas, c'est l'occasion, rejoignez-nous. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous les 5 étoiles pour le faire remonter, et peut-être que vous connaissez vous-même quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus sur l'attention, parce que lui-même a des difficultés à ce niveau-là. Donc partagez-lui l'épisode, et nous ferons ensemble une armée de gens hyper attentifs. Et ça c'est très beau, parce qu'on pourra dédier toute notre attention à la sortie prochaine d'un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.